Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Prévention des collectives. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passe souvent comme inaperçu parce qu'on n'a pas l'habitude de le prendre en charge. C'est la question du retour à l'emploi après un arrêt de travail. Alors pour ce faire, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Cécile Prioul. Bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour. Alors Cécile, tu as créé cette, on pourrait dire start-up puisque ça fonctionne sur le mode d'une start-up. Ça s'appelle Ça ira encore mieux demain, ce qui est quand même plutôt une visée positive. Une belle promesse. Voilà. Et avant de te demander comment c'est venu cette idée d'accompagnement, je voudrais juste dire que tout ton travail d'accompagnement des salariés, des managers, des entreprises, en fait, a été récompensé par plusieurs prix. Et je fais la liste parce que vraiment, je suis impressionné. Donc, tu as eu le prix entrepreneur de santé par Harmonie Mutuelle. Tu as eu le prix de l'innovation management RH par Préventica, le prix des femmes du digital de l'Ouest. Tu as eu le prix de l'entrepreneur L'Oréal, Elena Rubinstein. Tu as eu le programme Bloom des forces femmes. Et puis, tu fais partie de la promotion des femmes entrepreneuses de Orange. Voilà. C'est quand même, je trouve, de nombreuses et belles récompenses. Alors, comment c'est venu cette idée de créer cette société, cette entreprise qui accompagne les salariés, les managers Voilà, une idée comme ça vient souvent d'une expérience personnelle. Ouais. Donc, moi, j'étais salariée pendant 20 ans dans l'industrie. J'étais manager. J'étais ravie de tous les postes que j'ai occupés. Et puis, j'ai connu 2 fois la maladie. La première fois, à 28 ans, j'ai fait un premier cancer. L'arrêt n'a pas été si long que ça. C'était 4 mois et demi. Mais quand j'ai voulu reprendre, je n'ai pas pu reprendre mon poste de travail alors que je m'en sentais capable. Mais c'est les mouvements aussi qui arrivent dans les entreprises. Quand tu dis que tu n'as pas pu reprendre ton poste de travail, c'est-à-dire que les missions que tu avais ont été redistribuées à d'autres personnes? En fait, il y a eu un rachat au moment où un rachat quand j'ai voulu reprendre. Donc, bien sûr, je ne connaissais plus les interlocuteurs et du coup, ça a été un licenciement économique. Donc j'ai retrouvé un nouvel emploi. À l'époque, je n'ai pas dit ce que je venais de traverser. C'était alors que j'avais encore un petit peu de soins, mais on en parlait beaucoup moins. C'était un sujet vraiment tabou. Le côté santé et l'entreprise. Donc j'ai repris une activité, c'était compliqué et puis un peu en secret, avec un secret, un non-dit en tout cas, un non-dit. Bon voilà, ça s'est fait. Et puis à l'aube de mes 40 ans, une récidive. Donc là je le dis, là j'annonce. Comment réagit ton employeur? Bien. J'ai pas souvenir de mots malheureux ou de c'était plutôt prends le temps qu'il te faut. Et puis moi une idée c'était vraiment de prévoir l'absence. Au départ je pense que on nous dit rarement combien de temps ça va durer, mais je peux dire que là rien n'a fonctionné comme prévu. J'ai été arrêtée 18 mois. Avec des hauts, des bas, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, de la réa. Mon pronostic vital a été mis en jeu 2 fois. Donc ça donne à réfléchir et ça remet la vie en perspective de façon différente. Et là encore, au moment où, ça y est, je récupère, je suis en phase de reconstruction, je pense reprendre mon travail, bien sûr, en 18 mois, là, mon poste de manager, il avait été donné à quelqu'un d'autre, mais il existait encore. Et il y avait un plan de sauvegarde de l'emploi, j'appellerais plutôt ça un plan d'aide au départ. Et comme je vous dis, le fait d'avoir touché la finitude m'a donné une autre perspective de vie. Et là, je le prends comme une opportunité de me dire, c'est le moment de faire autre chose. Et puis, j'avais vécu dans toutes les cellules de mon corps, c'est le cas de le dire, cette difficulté de reprendre le travail, encore une fois avec des difficultés puisque mon poste n'était plus disponible. Donc je prends le PSE pour une reconversion professionnelle et là je vais reprendre pendant 3 ans. Alors je le remercie aujourd'hui parce que ça a été les meilleurs moments de ma vie en fait, d'apprendre
le champ des ressources humaines que moi je ne connaissais pas du tout, des outils. Donc je me suis formée au coaching à HEC. Alors c'est pas pour me la péter, hein, mais c'est pour... Quand même, c'est HEC. Bon. Je voulais quelque chose de Ouais. très professionnel. Ouais. Ouais. Donc ça a été une belle expérience. Ensuite, j'ai fait un master d'éducation thérapeutique du patient. Donc comment bien vivre avec une maladie chronique. Et puis j'ai terminé par 2 DU de médiation santé travail, et puis communication de crise, choisir les bons mots pour dire, pour exprimer les choses. Donc avec tous ces outils-là, là j'avais l'idée qu'il fallait accompagner bien sûr les managers, parce que moi la première, j'étais persuadée de bien faire, j'étais sensibilisée vu mon histoire. Aujourd'hui, je peux dire que je faisais ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Ouais. Mais c'est pas suffisant. C'est pas adapté. C'est pas adapté. Non. Et mais il n'y avait pas de mauvaise intention non plus. Tu veux dire qu'il suffit pas d'être de bonne volonté pour que la volonté soit bonne. Ah, voilà, oui, c'est ça. une très bonne expression, très bonne expression. Bon. Et donc tu es arrivé à créer Ça ira encore mieux demain. Oui. Donc, grâce à cette reconversion, j'ai fait un stage en centre de santé au travail dans une caisse d'assurance maladie. Et j'ai commencé à oser parler de ce projet. Et puis j'ai eu la chance d'être bien accueillie, et on est parti sur un projet action avec cette caisse. Et ça a été le début. On a construit ensemble avec les médecins du travail, et puis des vrais salariés absents et des vrais managers. Voilà. Et on a construit la méthode pour immatriculer le 8 mars 2019 au Mans. D'accord. Et tu es au Mans. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui classifier la question de l'absence au travail? Est-ce qu'il y a, parce qu'on parle de longue durée, on parle d'absentisme, est-ce qu'il y a des paliers, des durées comme ça? Oui, il y a des définitions qui sont, que moi aussi j'ai appris au fil de l'eau. Donc on va différencier l'arrêt de très courte durée, moins 3 jours, l'arrêt courte durée, 7 jours, et puis l'arrêt longue durée qui est plus de 90 jours. D'accord. Et on s'aperçoit sur les derniers baromètres qu'on peut lire, c'est que on est en amélioration, là 2023 et les derniers chiffres de 2024. Moins de personnes sont absentes. Par contre, les arrêts durent plus longtemps, sont beaucoup plus longs. Donc ça désorganise aussi beaucoup le travail. Et il y a une notion qui apparaît, c'est la polyabsence. Donc la polyabsence, sa définition, c'est être absent au moins 3 fois dans l'année. Donc là, et ça peut être sur des courtes durées, ça peut être 3 fois une semaine, 3 fois 3 semaines. Tout à fait. Voilà, c'est 3 courtes durées, et on appelle ça un polyabsent ou de l'absence perlée. Voilà. Et c'est vrai que plus l'indice de Bradford nous permet de calculer la désorganisation du travail. Et en fait, ce qui ressort, ce sont les courts arrêts répétés de façon imprévue qui désorganisent terriblement. Et ce sont les managers qui compensent bien souvent. Les causes possibles de ces arrêts de travail, il y a la maladie ordinaire, le fait de choper une gastro, une grippe. Voilà, ça arrive. Plus quand on a des enfants jeunes en bas âge, ils chopent tout à l'école, ils ramènent tout à la maison. Voilà. Et donc, on est sûr en tant que parent d'y passer. Est-ce qu'il y a d'autres choses? La première cause des arrêts maladie, c'est la maladie. Comme tu dis, la maladie ordinaire, donc la gastro, la grippe, et les affections longue durée. Donc les affections longue durée, ce sont toutes ces maladies qui ont des traitements longs, lourds et coûteux. Du diabète, je parlais du cancer, mais il y a également toutes les maladies cardiovasculaires, les AVC. D'accord. Donc ça, c'est la première cause. Et ce qu'on voit poindre depuis maintenant 3 ou 4 ans, c'est la santé mentale. La santé mentale est devenue la deuxième cause des arrêts, avec une population plus jeune. Et des arrêts, la moyenne, c'est 111 jours d'arrêt, donc on est à peu près à 3 mois. Oui, ça commence à faire beaucoup. Oui. Il faut garder une note d'espoir, c'est que les TMS, les troubles musculo-squelettiques,
et ont longtemps été la deuxième cause des arrêts. On voit que la prévention, ça marche. Ça marche même plutôt bien, puisque c'est descendu à la 3e place. Et il y a des catégories socio-professionnelles comme le BTP ou la santé qui sont très, très touchées par ces troubles-là, où on voit que les politiques de prévention qui sont mises en place donnent de très bons résultats. Donc, on a moyen d'agir. Ouais. Ça, c'est la note qu'il faut garder. Quand tu dis santé mentale au travail, ce sont les risques psychosociaux. Hein. Oui, c'est ça. Oui. La charge de travail. Aujourd'hui, 55 la dernière étude Ipsos, 55% des salariés déclarent que leur métier impacte leur santé mentale. Ce qui est beaucoup. Bah oui. Ouais, c'est quand même beaucoup. Dis-moi, quel serait l'intérêt pour l'employeur d'avoir des statistiques un peu affinées de son absentéisme ? Déjà de faire la différence, parce qu'on ne va pas prendre en charge l'absentéisme courte durée comme un absentéisme de longue durée. Donc déjà de pouvoir évaluer, analyser les sources de son absentéisme, agir, mettre un plan d'action, et puis aussi parce qu'on parle beaucoup des taux d'absentéisme, mais c'est assez abstrait. De regarder le taux, donc on était à plus de 5 par exemple en 2023. Là en 2024 on est en dessous les 5%, mais il ne faut pas se satisfaire de ça, parce que si on a moins d'absents et que les absents sont plus longues, ça... Est-ce que le problème est résolu en fait ? Non, voilà. Ouais. Donc en fait moi je pense que c'est quelque chose à regarder. Alors je suis peut-être... comme les personnes qui ont un marteau, on voit que les pointes à taper. Moi, j'ai l'impression que dans les contacts que j'ai avec les entreprises, ils sont plus en train de... Il y a cette analyse qui commence à pointer, à demander des choses un peu plus précises, à pas rester en fait indifférent. En fait, ou passif, oui, en se disant on n'y peut rien, finalement, voilà, on le subit. Et peut-être qu'en l'analysant vraiment dans le détail, on a des leviers d'action. Oui, et puis on voit bien depuis le Covid, depuis la pandémie, on voit que la santé, elle est rentrée dans le monde du travail. Le fait d'avoir demandé les personnes qui étaient à risque, cette perméabilité. Mais je pense qu'il faut la prendre comme une opportunité aussi de prévention pour tous les acteurs. Ouais. Quel est l'impact d'un accompagnement d'un salarié pour sa reprise à l'emploi ? On a par exemple un salarié, un agent qui a arrêté pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Le fait de l'accompagner, de ne pas l'accompagner au retour à l'emploi, ça va changer quoi pour lui ? Alors moi, je pense qu'il y a déjà une diminution du risque de l'incapacité de travail, parce que avoir le statut de malade, puis ensuite avoir un licenciement pour inaptitude, faut se reconstruire. Après, c'est pas toujours. Enfin, je veux dire que c'est vraiment se mettre. Compliquer sa vie, et puis là du coup moi je pense que la santé physique et la santé mentale, elle est souvent liée. Oui, donc, bien sûr, ça impacte. Voilà. Et puis réussir en accompagnant le retour au travail, on va réussir en fait à recréer du lien avec l'entreprise, avec les évolutions qu'elle a vécues, parce qu'on est vraiment déconnecté. Les personnes qu'on accompagne, on voit bien que c'est vraiment de la déconnexion. C'est bien décrit d'ailleurs, il y a une psychologue du travail, Dominique Lhuillier, qui a mis un terme sur ce que vivent ces gens qui sont en arrêt de longue durée. C'est le syndrome de déliaison. Ce syndrome, il a 3 signes. C'est des personnes qui sont souvent déconnectées de la réalité. Et on peut le voir des fois dans nos accompagnements. Au début, ils vont nous dire moi, je veux bien reprendre, mais je veux le poste de Michel. Et alors, Michel, son poste est vacant, il part en retraite. Ah non. Donc, la réalité, réalité, c'est aussi ce qu'on peut faire. Et puis, ce qui est... Ou alors, d'autres personnes diront, non, moi, je ne veux pas reprendre parce que
je vais ouvrir un gîte à la campagne, Oui, hein, ou je vais écrire un bouquin sur ce qui m'est arrivé. oui. Voilà. Donc on voit qu'il y a une petite perte, une petite déconnexion, hein, de cette réalité. Il y a le deuxième signe, c'est la déconnexion des autres. Plus l'arrêt est long, plus les gens s'isolent. Quand tu dis des autres du monde du travail, mais aussi sur le plan personnel? Oui, même sur le plan personnel. Ouais. Je vous prendrai l'exemple là, d'une dame qu'on a accompagnée, que je vais appeler Françoise, pour vous donner un exemple concret. Donc elle était en épuisement professionnel et c'était en post-Covid. Et sa voiture était enfermée au garage, et elle vivait les volets fermés pour pas que ses voisins sachent qu'elle était en arrêt maladie. Ah oui. Son seul contact avec l'extérieur, c'était 1 heure de téléphone avec sa sœur par semaine, et puis aller faire ses courses le samedi matin, pour pas changer les habitudes. Et vous pouvez croire que c'est un cas rare, isolé, mais non, il y en a beaucoup. Oui, beaucoup. Quand les soins sont longs, les gens ont un peu tendance à leur agenda, il est rythmé en fait par tous ces soins médicaux, paramédicaux, ces rendez-vous. Et en fait, leur nouvelle sphère, c'est le monde du soin. Et ils ne pensent pas à conserver les amis, la famille, aller au cinéma, aller se balader. Ils ont du mal, ils sont enfermés dans cette maladie déjà, et le soin. Il n'y a pas toujours l'énergie de pouvoir faire ça. Et puis après, tout dépend de l'entourage. Mais quand les arrêts se prolongent sur du 18 mois, 2 ans, on s'aperçoit quand même que leurs besoins, d'ailleurs, on va les aider à l'exprimer, mais c'est besoin de recréer du lien social, de se sentir à l'aise avec l'autre. Donc, comme je disais, dans ce syndrome de déliaison, c'est le deuxième signe. Et le troisième signe, c'est déconnecter d'eux-mêmes. Mieux se connaître, mais en même temps, il y a une perte de l'estime et une perte de la confiance en soi. Donc, du coup, ils ne savent pas s'ils vont être capables de reprendre. Est-ce qu'il y a un peu le marchandage c'est quand même bien l'arrêt, mais bon, il faudrait que je reprenne. Oui, ça, il y a de ça positif, mais il y a ça négatif. Voilà, donc on les retrouve souvent une ambivalence dans cette ambivalence, oui. Et pour le manager, est-ce qu'il faut aussi accompagner le manager qui a quelqu'un de son équipe qui va reprendre le travail? Moi, bien sûr que je dis oui. Je dis oui, parce qu'il y a rarement de la mauvaise intention, honnêtement. Mais par contre, il y a eu de la désorganisation, il y a eu un remplaçant ou une remplaçante à intégrer, et c'est au moment où tout se calme que la personne, elle revient. Il faut réorganiser. Voilà. Et puis prévoir. Et puis, si vous n'avez pas été confronté à ce sujet-là, aujourd'hui encore, il y a le grand risque qu'un manager se dise « le médecin du travail le met apte, il connaît l'entreprise, il connaît le métier, il connaît ses collègues. » Tout va bien. C'est un peu un off, hop, on le remet sur le bouton on, et puis paf, ça va redémarrer. Non, c'est pas du tout ça. La personne, elle a changé, l'entreprise a évolué. Il y a des transformations des deux côtés. Et c'est comment on refait un pont entre ces transformations, les besoins, et puis créer de la valeur. Tout actif crée de la valeur dans son environnement professionnel. C'est ça qu'il faut retrouver. Pour le service RH, comment est-ce qu'il peut accompagner un salarié qui, justement, n'a plus de contact du tout avec l'entreprise et pour lequel on craint un isolement? Oui. Ça, c'est vraiment la question très, très fréquente. C'est vrai que garder le lien, ça reste quand même mon message à adopter, garder le lien au maximum. Mais quand les arrêts se prolongent, oui, ça s'étiole. Et puis, on parlait beaucoup de la santé mentale, mais dans la santé mentale, c'est vrai que le médecin va prescrire de couper avec l'entreprise, tout sujet professionnel. Donc, quand reprendre le lien, c'est pas évident. Comment le maintenir? Parce qu'on parle souvent du fait que l'arrêt de travail suspend le contrat de travail et qu'en théorie, à part pour récupérer des clés, des codes, des dossiers, etc., l'employeur n'a pas à contacter le salarié en arrêt de travail.
Et en même temps, si j'ai bien compris, la récente loi santé au Oui, travail oui. dit qu'il faut quand même, on peut maintenir un Tout à fait, contact. tout à fait. En fait, c'est ça, la loi santé d'août 2021, elle a vraiment apporté cet élément de dire plus de souplesse pour garder le lien. Donc déjà, pour un arrêt de plus de 30 jours, obligation de prévenir le salarié qu'il y a la possibilité de faire une visite de pré-reprise auprès de la médecine du travail. Donc la visite de pré-reprise, elle est à l'initiative du salarié absent, du médecin conseil ou du médecin traitant. Hein. Et puis la réunion de liaison. Donc la réunion de liaison, c'est donner la possibilité de se voir pendant l'arrêt entre l'employeur et le salarié. Donc voilà, on voit que ça assouplit ce qu'on pouvait dire la loi ou la traduction qu'on faisait. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y avait certains établissements ou entreprises qui interdisaient aux managers de prendre contact. Parce que... Mais oui, il y a toujours la crainte que ça soit perçu comme du harcèlement moral. De la maladresse, Ouais. ou de la maladresse verbale qui, sans toi, on ne s'en sort pas. Ça peut être traduit, il met la pression pour que je revienne. Oui, c'est vrai. En fait, les perceptions, il ne faut pas oublier que le salarié qui est vraiment éloigné de son poste, il est à fleur de peau émotionnellement. Donc, il a vite fait de traduire ou d'ancrer un truc. Et après, c'est le tatouage. Ça fait indélébile. Alors, comment ça se passe, ces accompagnements, justement ? Comment est-ce qu'on accompagne ces salariés qui sont en arrêt de travail ? Oui, donc du coup, c'est vrai que, pour rebondir sur ta question sur les RH, on voit bien, nous, avec nos clients, on est un petit peu l'alibi pour reprendre contact. Parce qu'ils vont venir proposer quelque chose. De dire, voilà, on a une expérimentation avec Ça ira encore mieux demain, on voudrait mettre en place ce dispositif, est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, une fois que le RH a donné à l'accord du salarié, donc nous, on prend le relais. Donc, on va le contacter, on va se présenter, on va expliquer le process. Donc, le process, c'est des petites box qu'on envoie à domicile. On a voulu matérialiser notre accompagnement à un moment où on est très dans le digital pour vraiment dire votre employeur vous envoie une information, c'est qu'il veut que ça se passe bien. Donc, c'est un cadeau, vraiment un cadeau. Et le manager aussi. La patate chaude, parce qu'il pense ça, elle va être accompagnée. On est là aussi pour vous soutenir en tant que manager. Donc, dans ces box qu'ils vont recevoir respectivement donc, au domicile et au bureau, ils vont avoir des codes d'accès pour suivre un parcours digital où on a condensé toutes les informations utiles et nécessaires sur l'arrêt longue durée. Et ces parcours sont jalonnés de séances de coaching. Donc, il y a 3 séances pour le salarié, 3 séances d'1h30. Donc, on se dit des choses en 1h30, surtout qu'ils ont des exercices en ligne à faire pour préparer ces séances. Donc, on est vraiment centré sur eux, leur histoire, leur vécu. Donc, la première, elle est sur le bilan, qu'est-ce que vous avez vécu. Et puis, on apprend à se connaître, à instaurer le climat de confiance. La deuxième, elle est sur l'estime et la confiance en soi. Je vous disais que c'était vraiment ça ce qui est... Et on voit, les coachs qui travaillent pour Ça ira encore mieux demain, et moi-même, on voit bien qu'il y a un avant et un après deuxième séance. Ça y est, là, après la deuxième séance, on se projette sur la date de reprise et on se projette réellement sur la reprise. Là, on va avoir la séance avec le manager qui aura suivi son parcours, où je peux vous dire, sur ce parcours digital, il y a du droit du travail, du droit de la sécurité sociale, la RQTH, la reconnaissance de travailleurs handicapés, les étapes psychologiques par lesquelles on passe quand on perd sa santé ou celle d'avant, par exemple, et puis des bonnes pratiques et des astuces de coach. Donc, version manager, version salarié. Et lui, le manager, donc, il a une séance qui dure 1 heure et on prépare la réunion qu'on va avoir ensemble, une réunion tripartite, donc avec le collaborateur, le manager et le coach. Et on évoque pendant 2 heures toutes les conditions pour que l'année qui va venir se passe bien. Oui, c'est tout l'enjeu. C'est que revenir, c'est une chose, et encore faut-il que ça se passe bien après. Voilà, oui. Et c'est vraiment l'enjeu. Et il y a des étapes. Il y a des, on voit bien, alors, parce qu'on fait un suivi à 6 mois.
Donc on voit bien dans ce suivi à 6 mois les étapes, les moments où... Donc on les met en vigilance à ces périodes-là et trouver des petits conseils, des petites astuces pour que ces caps-là se passent le mieux possible. Et à l'issue de cette réunion, c'est là où on envoie un rapport au service RH. Donc la personne qui a fait la commande reçoit un compte-rendu de ce qui s'est dit, bien sûr en respectant la confidentialité. Ils nous disent ce qu'ils sont d'accord de transmettre. Voilà. Et donc du coup, comme ça, voilà, tout le monde est tenu au courant de ce process. Est-ce qu'il y a un lien avec le médecin du travail ? Alors, c'est possible, c'est une très bonne remarque. Alors, on intervient dans des structures où ils ont des centres de santé au travail internalisés. Donc, c'est les RH ou des fois, ce sont les médecins du travail qui nous demandent d'intervenir quand ils sentent qu'il y a une grosse appréhension ou que ça serait beaucoup plus fluide. Des fois, des changements de manager, enfin voilà. Donc, ça peut être le médecin du travail qui nous prescrit dans ces structures-là où il y a le médecin du travail. Et puis, autrement, on a des clients, des services RH qui envoient le rapport, mais ça, c'est pas nous, c'est eux qui décident d'envoyer le rapport au médecin du travail de centre de santé avant la visite de reprise, là, du coup, pour qu'ils soient informés. On voit bien la nécessité d'accompagner les salariés comme ça sur le retour à l'emploi. On voit que c'est un mouvement qui est vraiment perçu, compris, et du côté des employeurs qui le sollicitent de plus en plus, du côté des assureurs aussi, qui le proposent de plus en plus. Est-ce qu'il y a des études qui sont sur le sujet et qui peuvent, pas forcément valider, mais mieux expliquer les effets produits et notamment sur la question de l'absentéisme? Est-ce qu'il y a des études? Alors, il y en a très très peu, parce qu'il y a le secret médical. Donc, c'est vrai que moi, quand j'ai une formation scientifique, j'ai été chercher ce qui se faisait et c'est ce qui nous a permis d'être évalués par cette caisse d'assurance maladie et d'avoir un comparatif. Donc, en fait, on a pris les mêmes standards. Donc, c'est l'étude Vican 2 qui a été menée par l'Institut national du cancer sur 2 ans après un diagnostic. Et puis, au vu des résultats, ils ont élargi à 5 ans après le diagnostic. Par contre, ce n'est pas tout à fait les mêmes critères, les mêmes personnes. 30% sont restés les mêmes. Donc, ce qu'on apprend, c'est qu'après un cancer, après un arrêt de 6 mois, il y a un salarié sur 2 qui reprend le chemin du travail, alors qu'il est en capacité. Ils ont pris que les gens qui étaient en capacité. Donc, c'était déjà un signe sur la désinsertion professionnelle. Donc, 15 sur 2. Et puis, les chiffres ont montré que, sans accompagnement, du coup, quand les gens reprennent sur l'année qui suit, ils vont connaître 17 jours d'arrêt perlé. Donc, comme on a vu au départ, ce sont des arrêts de 2-3 jours, une semaine. Alors, ça désorganise, ça stigmatise, il faut être honnête, ça stigmatise aussi. Et puis l'année d'après, les chiffres sont presque doublés. Et ça se finit généralement pas très bien. Ça veut dire qu'en fait, il y en a 1 sur 2 qui est en capacité de reprendre le travail, qui le reprend. Oui. Et sur ces 1 sur 2, en plus, il y a 17 jours d'arrêt perlé. Tout à fait. Oui, c'est ça. Et donc, nous, on s'est comparé sur l'échantillon. Donc, on a pris des personnes qui ont eu un cancer avec des arrêts de plus de 6 mois, qu'on a accompagnés. On a eu 87% de reprise. Au lieu de 50 ? Oui, au lieu de 50. D'accord. Voilà, 87%. Et c'était à la date prévue. Ça, c'est une notion intéressante. Et puis, je remercie les médecins conseils de la Caisse qui ont levé le secret médical et qui ont regardé ce qui s'était passé sur l'année qui suivait. On n'a pas eu d'arrêt perlé. Voilà, ces petits arrêts, on n'a pas eu d'arrêt dans 91% des cas. Voilà. Après, c'était des récidives. Les autres arrêts, c'est des récidives de cancer. Oui. D'accord. Oui. Donc, effectivement, il y a vraiment une efficacité dans l'accompagnement du salarié, du manager sur la reprise. Oui, et puis là, depuis 6 ans, donc on existe, on continue toujours à évaluer. Alors, aujourd'hui, on n'a pas que des cas de cancer, bien sûr, voilà, mais on continue à évaluer et on est toujours autour de ces chiffres-là. Plus de 90% de reprises et puis 91% exactement de gens qui ne connaissent pas de rechute d'arrêt dans l'année qui suit. Donc, pour prévoir
les charges de travail, la montée en charge, c'est quand même important de pouvoir compter sur tous les Bien éléments. sûr, oui. Et puis moi, je suis convaincue, et on porte cette parole, que les gens qui connaissent une épreuve comme ça, ils développent des nouvelles forces. Et des forces. Alors, il y a le sentiment de seconde vie dont tu parlais. Mm. Effectivement, on ne sort pas d'une maladie comme ça sans modification de son rapport à la vie, aux priorités. Et puis, il développe des compétences Oui. qu'on n'imagine pas. La prise de recul, déjà, par rapport, il n'y a plus d'encre dans l'imprimante, ou il manque quelque chose, ou il y a un petit retard. Ils vont avoir vraiment cette prise de recul, dire « mais c'est pas grave ». Il y a des choses graves dans la vie. Voilà, il y a des choses ça, graves. Voilà. C'est un peu comme si le curseur, il avait changé un petit peu d'intensité. Faire des choix en période d'incertitude, parce que quand vous avez des traitements, des effets secondaires, et ben en même temps, on vous demande de faire des choix continuellement. Donc ça, c'est... Et puis dans l'entreprise, on est aujourd'hui beaucoup. C'est transférable, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc faire ses choix, c'est important. Et puis une meilleure connaissance des limites, ou du corps, des signaux qu'il peut envoyer. Je trouve que là, on le retrouve. Ouais. Ça, on le retrouve j'allais dire oui, assez, pratiquement chez tout le monde. Après, la patience, ça, c'est pas chez tout le monde. Bon, il y a peut-être Certains disent « Ah, je suis devenu beaucoup plus patient », et puis d'autres « Non, ça n'a rien changé ». Ça n'a pas marché sur ça. Ça n'a pas marché. Est-ce que tu as observé des particularités entre les hommes et les femmes dans ces situations? Est-ce qu'il y a des différences? Parce qu'on sait très bien que la médecine est quand même plutôt construite sur un modèle masculin. Souvent, les traitements sont plus testés sur les hommes que les femmes. Et on n'a pas toujours su prendre les deux échantillons de la population, hommes et femmes. Est-ce que toi, tu observes dans ces accompagnements-là des différences? Alors, c'est une petite échelle. Il ne faut pas prendre non plus ça comme une généralité. Mais peut-être que l'errance de diagnostic, un petit peu plus chez les femmes, je trouve qu'il y a peut-être des arrêts un petit peu... cette notion de longueur peut-être. Et puis, moi je vois surtout la différence. On accompagne plus de femmes que d'hommes dans la maladie. Ouais. Par contre, sur le deuil, on accompagne également alors, ce n'est pas des absences forcément longues, c'est 38 jours en moyenne, mais généralement ceux qu'on accompagne, les arrêts sont plus longs. Là, on accompagne plus d'hommes. D'hommes d'hommes endeuillés, qui ont perdu une conjointe. Oui, ça c'est plus... Tu vas me demander une explication. on peut réfléchir à des hypothèses. Oui, des hypothèses. Ouais. Mon hypothèse, c'est peut-être, je ne sais pas, tu me diras toi, moi, peut-être que les RH sont plus des femmes et peut-être qu'elles pensent plus à le proposer à un homme qui vit cette épreuve et ce chagrin. Parce qu'il serait plus fragile, moins bien organisé. Ouais. Parce que je me dis, la probabilité qu'une femme perde un conjoint, ça doit être identique. Si on prend le fait que les conduites à risque, c'est plutôt masculin que féminin, c'est donc a priori plutôt les hommes qui meurent que les femmes. Et il suffit d'aller on voit bien quand même l'accidentologie. Donc les femmes sont peut-être plus exposées au deuil que les hommes. Alors qu'elles accepteraient moins, mais j'ai pas entendu de la part de nos clients, je l'ai proposé et on me l'a refusé. Non, ça j'ai jamais entendu. C'est une hypothèse. Bon, d'accord. Voilà, peut-être que d'autres personnes ont d'autres hypothèses. C'est à réfléchir. Est-ce que tu vois des situations arriver, puisqu'au départ, tu parlais des études faites sur le cancer, et on est parti de la maladie somatique, physique. Est-ce que tu vois arriver aujourd'hui des demandes sur la santé mentale? Ah oui, malheureusement. Oui. Alors là encore, on n'est qu'à une petite échelle, mais quand même, je trouve. Et puis des gens très jeunes, plus jeunes, moins de 40 ans, avec des arrêts, souvent pour épuisement professionnel, des gens qui sont perdus et qui sont souvent dans la colère. Dans la colère pour de pas avoir, de pas s'être stoppé plus tôt, quoi. Alors ils sont sur, on utilise beaucoup le terme burn-out.
Oui. Heureusement, ils s'arrêtent avant. Ils sont sur le chemin, hein, c'est indéniable, mais ils s'arrêtent avant. Parce que des vrais burn-out, on en a eu, je pense, une petite dizaine. Bon, quand on dit griller, c'est vraiment griller, hein. Les gens ne vont pas récupérer leur capacité cognitive Oui, il y a une atteinte cognitive. d'avant. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est dramatique, parce que, en plus, ils s'en rendent compte. Donc c'est ça qui est violent. Mais oui, je trouve que des arrêts, pour santé mentale et des gens qui sont allés loin par engagement, oui, parce que c'est des personnes engagées, hein, très souvent. Bah oui, généralement, les gens qui font un burn-out, un épuisement professionnel, ce sont les personnes très investies. Ouais, c'est pas les tirs au flanc. Ouais. Ma dernière question, ça serait quel conseil pourrais-tu donner à un service RH qui effectivement apprend qu'une salariée plutôt engagée démarre un arrêt de travail, soit avec une suspicion d'épuisement professionnel, ou bien c'est lié à une maladie, une pathologie. Comment est-ce que le service RH pourrait aborder dès le début et pas attendre 3 mois, 6 mois d'arrêt de travail, dès le début aborder cet accompagnement-là? Parce que l'accompagnement qui est proposé, que toi tu proposes, c'est un mois, qui est proposé après, par les assureurs, etc., c'est juste avant la reprise? Oui, un mois. On intervient, nous, l'idéal, c'est un mois avant la reprise. Déjà, d'en parler, on le voit, hein, dans les entreprises chez qui on intervient depuis le début, on voit qu'il y a une communication, donc ils vont en parler. Alors moi, déjà, dans l'épuisement professionnel, je me dis, faut être vigilant à tous les signaux faibles. En amont, savoir proposer, ça nous est arrivé d'intervenir. Il y avait eu un arrêt que 15 jours, mais ça avait été entendu, que la charge de travail, que la personne était en train de s'épuiser. Ouais. Et donc, on est intervenu, alors qu'elle avait repris son arrêt de 15 jours, donc c'est un tout petit arrêt, on est intervenu, alors là, on n'est pas intervenu sur un mois, on est intervenu sur 3 mois, mais aussi en accompagnant le manager pour éviter de perdre pied et puis de prévoir, diminuer le risque de cet épuisement. Donc moi, je me dis, là, il faudrait agir plus en prévention. Quand il y a une maladie, oui, peut-être de parler dès le départ, en fait, que ça ne va pas être facile. Ce temps, c'est une inconnue pour les deux parties, mais qu'au moment où on reparlera du retour, en fait, la volonté, elle est là, de bien réaccueillir, parce que c'est envoyer un message aussi qu'on ne va pas perdre son emploi. Ça flirte l'esprit de toutes les personnes qui connaissent des arrêts longue durée. Hein. Oui, il y a cette inquiétude-là de se dire j'entre dans un processus de soins, ça va prendre des mois, et après, est-ce que je garde mon emploi ? Et puis, dans le travail, on valorise beaucoup la force, la vitalité, la productivité. Donc, de se dire, je vais plus être, je suis plus la même personne. Elles vont revenir avec de la vulnérabilité, mais si on leur tend bien la main, moi, je pense que la loyauté par rapport à son employeur, elle est décuplée et le service est rendu. Merci beaucoup, Cécile Prioul, pour cet entretien. Merci, on va maintenant passer aux questions des participants. Alors, les questions, donc, on en a plusieurs qui sont arrivées et il y en a quelques-unes qui ont vraiment été énormément renforcées, likées. Élodie te demande qui garde le lien idéalement. Est-ce que c'est le manager ou est-ce que c'est la RH ? Alors, je vais répondre une réponse de Normand. Je pense qu'il faut garder le bon sens et se dire la personne qui a le plus d'affinité ou de connaissance de l'histoire de la personne, ça peut être celle-là, ça peut être les deux. Par contre, de faire de la... Il faut être concerté. Il faut être concerté, parce qu'appeler une fois par mois, la même semaine, c'est un petit peu dommage. Mais je pense que ça peut tourner, ça peut donner de l'info, c'est toujours intéressant. Puis je crois qu'il faut surtout se sentir. Il ne faut pas que ça soit un effort, parce que
C'est un peu comme le bifidus, hein. Ce qu'il fait à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Donc, ouais, faut vraiment être dans le bon état d'esprit. Puis il y a des jours où on peut, puis des jours où on ne peut pas. Il ne faut pas que ça soit quelque chose d'obligatoire. Il faut le faire avec le bon sens. Il y a Margot qui te pose une question qui effectivement, enfin comment dire, pas problématique, mais qui est importante, c'est les salariés qui n'ont pas de connexion Internet. En fait, toi, qui n'ont pas un smartphone, un ordinateur. Oui. Comment on fait? Alors ça nous arrive dans nos accompagnements. Donc on a tout prévu pour le faire par téléphone. D'accord. On travaille avec des agents qui ne sont pas forcément équipés. Ce qu'on s'aperçoit, parce qu'on en parle souvent entre nous, entre les coachs, c'est qu'ils vont trouver un voisin, un neveu, quelqu'un parce qu'ils veulent aller le voir quand on leur fait relation à ce qu'on a fait sur la plateforme. En plus, vous avez vu notre nom, ça ira encore mieux demain. On veut vraiment que ce soit ludique. On parle de sujets très touchy, mais on apporte vraiment beaucoup de concret, de légèreté. Et donc, ils ont envie, il y a cette appétence, cette curiosité d'aller voir. Donc, avant la fin les 3 séances, et souvent, ils sont fiers de nous dire j'étais avec mon neveu, il est venu, ou un voisin, on a été voir au quiz, parce qu'il y a un petit quiz. Alors, ils aiment bien nous dire la note qu'ils ont eue au quiz. Donc, en tout cas, on peut faire sans, parce que c'était une volonté. Faire avec, c'est un peu mieux, mais voilà, on peut faire sans. Et puis, dans nos séances, on va donner les informations qui vont leur être utiles. Par exemple, la reconnaissance de travailleurs handicapés, on va expliquer. Ça se fait. Et puis, l'avantage qu'on y voit aussi, c'est que pour quand il n'y a pas de matériel et qu'il n'y a pas de possibilité, pour la réunion de pré-reprise, du coup, ils vont se rendre sur site. Oui. Et du coup, il y a le pas qui est très difficile. On ne se rend pas compte. Donc on n'a pas, mais le nombre de personnes... alors, on a des petites astuces pour ça, mais de faire le premier pas. Et puis, du coup, c'est le coach qui est en dehors. Ils sont déjà près de leur manager. La relation est déjà recréée. Il y a Alexandra qui dit qu'avec ce sentiment de seconde vie qu'il peut y avoir après une maladie grave, elle demande comment est-ce qu'on peut gérer la volonté de surcharge de travail pour les personnes qui reprennent le travail. Et en fait, moi, ça m'amène la question, est-ce que quand on a une maladie très grave, qu'on a ce sentiment de seconde vie, est-ce qu'on se surcharge de travail ou pas? Oui, un peu. Un peu. Ouais, de se mettre... on travaille avec eux là-dessus, de la suractivité. Je suis vivant, quoi. Il y a un petit côté je suis vivant. C'est utile pendant la reconstruction. Alors, c'est de mettre des limites. Il faut le cadrer. Il faut le cadrer. Il faut que le manager... Oui. Et puis la sensation... mais c'est des gens qui vont s'inscrire à une salle de sport, qui vont faire aussi beaucoup de choses. Ça fait partie de la reconstruction. Je pense que c'est à observer et à voir sur la durée, combien de temps ça dure. Mais, parce que la fatigue, dans l'arrêt longue durée, la fatigabilité, elle dure longtemps. Bien sûr, oui. Lucie demande si le contact est rompu ou il est compliqué, comment est-ce qu'on peut essayer de le garder à minima? Je trouve qu'aujourd'hui, on a des outils quand même de communication qui ne sont pas intrusifs. Le SMS, le mail, on oublie, mais envoyer une carte postale, c'est indolore, mais ça marque beaucoup. Et au moment où la personne sera en capacité de reprendre, elle s'en souviendra. Il y a eu ces gestes faits. Il y a eu ces gestes-là. En tout cas, nous, on reçoit beaucoup de témoignages, de gestes qui peuvent paraître anodins, qui n'ont pas eu forcément de réponse, mais qui ont marqué, durant l'absence, qui ont marqué le collaborateur. D'accord, oui. Dans les autres questions, il y a Monique qui dit « Un agent est revenu il y a 9 mois à un temps partiel thérapeutique. » Oui. Et donc, c'était après un cancer. Et puis, l'agent souhaite le poste de sa collègue. C'est ce que tu disais tout à l'heure. et donc, par moment, cet agent considère que le service RH est incompétent car il est basé sur des règles.
Ah oui, il y a quand même des règles. Bah oui, mais là, oui. Mm. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Parce qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est les règles RH ou c'est la santé? C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Et bah, oui, et puis pourquoi il veut le Mais poste de oui, sa mais collègue? oui. J'ai envie de dire, voilà, quels sont les... En tout cas, le temps partiel thérapeutique, ça aussi, c'est un sujet hein, pour les managers, pour le service RH aussi, parce qu'on ne compense pas forcément le temps non travaillé. Donc, nous, on est favorable à un temps partiel thérapeutique progressif. Bien sûr, en fonction de l'état de santé, et c'est le médecin du travail qui validera. Mais par contre, de l'envisager dès la reprise. Comment on projette le temps partiel thérapeutique, et du coup, ça nous permet aussi de les mettre en petites victoires. Parce que, voilà, ils sont pleins de doutes, pleins de peurs, pleins de craintes. Donc, de se projeter dans tous les détails du poste, et puis de la projection aussi de cette augmentation du temps partiel thérapeutique. Le manager, il adore, parce que lui, il se dit « Ah, ce dossier-là, ça y est, je pourrais remettre petit à petit. » Et puis, il va prévoir le tutorat. Et du coup, pour répondre à Monique, là, peut-être que c'est se dire qu'est-ce qui fait rêver cet agent d'avoir le poste de l'autre? Qu'est-ce qui, dans les tâches, a un intérêt pour lui? Puis de voir peut-être aussi... Ça peut être médical. Oui. Le poste de l'autre est peut-être plus adapté à ses oui, mais on va pas dire à l'autre... Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Donc, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est toujours... on travaille avec de l'humain et de l'individuel, donc c'est de se dire, dialoguons, en fait, essayons de trouver ce qui est le mieux. Et souvent, il y a des solutions, sans prendre le poste de l'autre. Oui, pas obligé. Ouais. Pas obligé. Et Monique te demande aussi comment aider un agent qui, après un accident de travail, avec plus d'1 an d'arrêt de travail, il y a un refus de reprise à temps partiel parce qu'il y a trop de restrictions. Comment est-ce qu'on peut faire pour l'accompagner? C'est le médecin qui a fait trop de restrictions dans ces... A priori, oui. Oui, c'est pas... Donner une réponse sur un sujet comme ça... Il faut avoir connaissance dans le détail. Oui, du détail. Je me rappelle, nous, d'un accompagnement suite à un accident tragique professionnel. Il y avait un problème de chaussures de sécurité, en fait. La personne avait eu la jambe et le pied broyés. Et du coup, on était dans cette difficulté que le port des chaussures de sécurité, donc il avait été mis en place un système sur mesure, là, et après, il n'arrivait pas à tenir debout, rester debout sur son poste toute la journée. Bon, il y a eu des aménagements, de trouver, et puis, à un moment, dans sa réflexion, il a parlé de changer de métier, d'être plutôt commercial, alors qu'il était sur site et ils avaient besoin d'un commercial. Donc en fait, en plus il avait une aisance. Et puis on a vu son appétence, alors qu'au départ, on ne veut rien changer. Hein, c'est un petit peu normal. Donc j'allais dire, il y a peut-être aussi une maturité dans le... Il faut du temps. Oui, il faut du temps. D'accepter tout à chacun de ne plus être la personne d'avant. Et puis de ne plus pouvoir faire ce qu'on faisait avant. Élodie te demande s'il y a une obligation de transmettre les informations collectives de la vie administrative de l'entreprise aux coordonnées personnelles du salarié pendant son absence. Quelqu'un qui n'a pas de mail pro, oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'obligation de transmettre? Mais c'est peut-être bien pour garder le lien, justement. Je pense que c'est des choses à valider au moment de l'annonce de l'absence. C'est des choses à valider. Est-ce qu'on peut garder contact sur... parce qu'on le fait bien sur des portables perso. Bien sûr, ton adresse mail perso. Nous, c'est vrai que dans nos accompagnements, souvent les boîtes mail pro, elles sont bloquées au bout d'un certain temps d'arrêt. Donc, du coup, on a les adresses mail perso. Je pense que
comme tout salarié, la reconnaissance, hein, c'est important. Donc, ne surtout pas faire comme si rien n'était passé ou que la personne qui est absente n'existe plus. Ça, c'est terrible. Bien sûr, ouais. Mohamed demande, est-ce que le rendez-vous de liaison doit être plus orienté sur les thématiques santé, sécurité ou sur les thématiques RH? Les deux, mon capitaine. Je crois qu'il faut que ce soit vraiment équilibré. Ce rendez-vous de liaison, il est là pour éviter la désinsertion professionnelle. Donc, il faut en effet prendre l'impact des éléments de santé sur le travail pour trouver la solution. Je dirais que notre plus-value, c'est parce qu'on est externe à tout ça. On est externe à l'entreprise, donc on entend des choses que le salarié n'ose pas forcément dire à son employeur. Oui. Et puis l'employeur aussi a aussi des craintes ou des objectifs ou des voilà. Donc faire cette médiation avec un tiers neutre, je pense que c'est ce qui fait la réussite de nos accompagnements. En tout cas, pas aller poser de questions si on n'est pas à l'aise pour recevoir les réponses. Je pense que c'est surtout ça la consigne. Très bien. Merci beaucoup, Cécile Prioul. Merci, Sébastien. Merci, collective. Merci à vous.